Merci de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À présent, les titres. À une semaine de la présidentielle à Madagascar, une manifestation de l'opposition empêchée par les forces de l'ordre fait de nombreux blessés, dont des hommes en tenue. Les forces israéliennes ont pris le contrôle d'un bastion du Hamas à Gaza après 10 heures de combat dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans ce journal, vous aurez un reportage de nos confrères de i24 News au cœur de la guerre à Gaza. En Espagne, socialistes et séparatistes catalans ont annoncé ce jeudi un accord prévoyant que les élus du parti indépendantiste soutiendront au Parlement la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Pedro Sánchez. Des voix s'élèvent contre cet accord qui pourrait amnistier les séparatistes condamnés. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 12 civils et 4 éléments des forces de l'ordre lors d'une manifestation de l'opposition malgache hier mercredi à Antananarivo, capitale de Madagascar. À une semaine du scrutin présidentiel dans le pays, l'opposition réclame une élection libre et équitable et dénonce ce qu'elle appelle un coup d'État institutionnel orchestré selon elle par le président sortant Andry Rajoelina. À Madagascar, au moins 16 personnes ont été blessées, dont 12 civils et 4 éléments des forces de l'ordre au cours d'une manifestation d'opposants mercredi à Antananarivo. À une semaine du scrutin présidentiel dans le pays, l'opposition réunie au sein du collectif des 10 s'était donné rendez-vous avec ses partisans dans le quartier de Marmassina. Sauf qu'ils y étaient attendus par les forces de l'ordre. Un affrontement a eu lieu entre les deux camps après l'arrestation du député du 5e arrondissement de la capitale malgache, Fetra Ralambosa Fimbololona. Les tirs de gaz lacrymogène autour de la Marmassima qui abrite les hôpitaux et plusieurs centres de santé ont été dénoncés par le personnel soignant. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille féroce entre le pouvoir et le collectif, dont chaque membre se présente toutefois individuellement à l'élection présidentielle du 16 novembre prochain. Ces opposants dénoncent régulièrement depuis plus d'un mois ce qu'ils appellent un coup d'État institutionnel orchestré selon eux par le président sortant Andry Rajoelina en vue du scrutin. Ils réclament une élection libre et équitable. Une vague d'indignation s'est emparée de la population suite à une énième répression violente des gendarmes à l'encontre des manifestants. Après 2 décennies, la justice française affirme posséder suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre Roger Lumbala, l'ex-chef du groupe armé RCDN. Roger Lumbala est poursuivi devant les assises pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Ituri et au Nord Kivu entre 2002 et 2003 lors de la Deuxième Guerre du Congo. Roger Lumbala sera bientôt appelé à comparaître devant la justice française. L'ex-chef du groupe armé RCDN est poursuivi devant les assises pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Ituri et au Nord Kivu entre 2002 et 2003 lors de la Deuxième Guerre du Congo. Des attaques mortelles contre des populations commises dans le cadre de l'opération Effacer le tableau lancée par sa rébellion. Le RCDN, avec le soutien de ses alliés, dont le mouvement pour la libération du Congo, avait pour objectif de conquérir des territoires dans l'est de la RDC. Après 2 décennies, la justice française affirme posséder suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre le chef rebelle, grâce notamment aux témoignages des victimes. Alors que le rapport mapping de l'ONU recensait déjà des massacres commis en RDC entre 1993 et 2003. Le procès de Roger Lumbala se déroulera en dehors du théâtre des faits, en vertu de la compétence universelle, en raison de la gravité des crimes présumés. Le village d'Igbekwa, situé dans la partie ouest du Cameroun, a été le théâtre la nuit de lundi à mardi dernier d'une attaque menée par les séparatistes anglophones. Le bilan de cette attaque s'est alourdi à 25 morts, dont 19 hommes, 5 femmes et un enfant de 8 ans, a affirmé le ministère de la Communication dans un communiqué publié mardi. Toujours en Afrique, le Somaliland, région séparatiste de la Somalie située dans la Corne de l'Afrique, subit une sécheresse particulièrement intense. Ce phénomène climatique vide les écoles et affecte l'éducation des enfants, souvent requis pour subvenir aux besoins de la famille. C'est un reportage signé TV5 Monde. À l'école primaire Bouldif, à 40 km de Hargeisa, la cantine scolaire est en plein air. Et le menu unique peut sembler un peu simple. Mais les élèves ne s'en plaignent pas.
Au Somaliland, frappé par 5 saisons de pluie insuffisantes, ce petit repas servi aux élèves est un privilège qui mérite bien de fréquenter l'école. Quand c'est l'heure de manger, je suis contente avec mes dattes et ma bouillie. Quand la sécheresse nous a frappés, l'eau est devenue rare, puis il n'y en a plus eu du tout. Et plus de pâturage pour le bétail. Les animaux ont commencé à mourir de faim. L'école a fermé et beaucoup de nos voisins sont partis pour chercher de l'eau et des pâturages. Le phénomène est connu des humanitaires et des enseignants locaux. La sécheresse vide les écoles. Et au-delà des problèmes de malnutrition, ce sont les chances de toute une génération qui sont compromises. À nouveau, il s'est répété ces dernières années dans cette région séparatiste de la Somalie. Les écoliers ne pouvaient plus venir. La fréquentation a chuté. Des fois, ils venaient à l'école, des fois, ils restaient chez eux. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils venaient, ils ne pouvaient tenir jusqu'à la fin du cours. Le professeur comprenait, bien sûr, et les laissait rentrer chez eux pour manger. L'impact de cette sécheresse était vraiment catastrophique. Avec la sécheresse, les familles s'appauvrissent et ne peuvent plus payer les frais scolaires, les uniformes. Bien souvent, les enfants sont requis pour travailler et aider aux besoins de la famille. Certains sont envoyés de plus en plus loin pour collecter de l'eau. Enfin, si la malnutrition s'installe, les capacités cognitives et physiques des élèves sont affectées et beaucoup décrochent. Cette fois, la famille de Hamdan n'a pas été aussi gravement touchée. Elle n'a pas perdu son bétail. Mais l'aide en nourriture a été décisive. Les repas à l'école sont très importants pour les enfants. Cela les aide beaucoup. Avant ce programme, nous devions préparer des repas pour eux ou leur donner de l'argent. Et ça, c'était très difficile parfois. Depuis ce programme de nourriture, les enfants se sentent mieux. Nous aimerions que ça continue. 300 écoles du pays ont bénéficié de ce programme financé par le Partenariat global pour l'éducation, ou GPE, permettant à des petites filles comme Hamda de poursuivre leurs rêves, aller à l'université et devenir professeur. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a présenté hier mercredi un rapport des progrès des enquêtes relatives au trafic d'êtres humains dans les centres de détention pour les migrants en Libye au Conseil de sécurité de l'ONU. Taher El-Soni, le représentant permanent libyen auprès de l'ONU, a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau dans le bilan du procureur, l'invitant à redoubler d'efforts afin de fournir des résultats concrets pour sauver la crédibilité de l'institution. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a tenté mercredi de rassurer le Conseil de sécurité sur l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire des trafics d'êtres humains en Libye. 15 missions menées dans 3 régions ont permis de recueillir 4000 preuves couvrant la période 2014-2020. Karim Khan s'est félicité des progrès des enquêtes. Au cours des 6 derniers mois, mon bureau a continué de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'enquête qui travaille également sur les crimes contre les migrants sur la route de la Méditerranée centrale. Grâce à ce travail collectif, le bureau a été en mesure de fournir un soutien tangible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en cours, les principaux suspects et les poursuites relatives à la traite des êtres humains en Italie et aux Pays-Bas. Un rapport qui n'a visiblement pas convaincu le représentant permanent libyen auprès de l'ONU. Taher El-Soni a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce bilan du procureur, l'invitant dans la même occasion à redoubler d'efforts pour fournir des résultats concrets pour sauver la crédibilité de cette institution. Votre crédibilité est en jeu, la crédibilité de la CPI est en jeu. Certains doutent de sa capacité et de sa crédibilité. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de cas que vous examinez, mais le nombre de cas réglés et le nombre de suspects appréhendés. Mesdames et messieurs, l'histoire va s'écrire et il n'y a pas de paix sans justice. Outre la Libye, la représentante russe a critiqué le rapport du procureur de la CPI et a recommandé au Conseil de sécurité de ne donner aucun centime à la Cour pour poursuivre ses enquêtes. Hormis les critiques, ce rapport a également reçu le soutien d'autres délégations comme celle du Gabon. Crise Israël-Hamas, les forces israéliennes ont pris le contrôle d'un bastion du Hamas à Gaza après 10 heures de combat dans la nuit de mercredi à jeudi. Des tunnels terroristes ont également été découverts près d'un jardin d'enfants. Selon l'armée israélienne, le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Nouvelle riposte des États-Unis en territoire syrien.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, est visé par une frappe américaine. La cible, un entrepôt d'armes, un site utilisé par des groupes pro-iraniens. 9 personnes liées à des milices soutenues par l'Iran auraient été tuées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une réponse de Washington, alors que les attaques de drones et de roquettes contre les sites américains se sont multipliées en Syrie et en Irak depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Selon le Pentagone, les forces américaines dans la région ont été visées une quarantaine de fois depuis la mi-octobre. 900 soldats américains sont postés en Syrie et près de 2500 sont en territoire irakien. En Israël, l'opération terrestre se poursuit dans la bande de Gaza et l'étau se resserre autour de la ville de Gaza. 50 000 Gazaouis du Nord ont rejoint le Sud ce mercredi via le corridor humanitaire mis en place par Tsahal. Ils partent parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza et que le sud est plus sûr. Nous continuerons à assurer ce passage humanitaire vers le sud. Nous continuerons encore demain à permettre aux habitants de Gaza de se libérer des chaînes du Hamas du nord de la bande de Gaza pour aller vers le sud. Prochaine étape de l'opération, l'hôpital Shifa utilisé par les terroristes et le démantèlement des tunnels utilisés par le Hamas. 130 installations souterraines et des centres de commandement de l'organisation terroriste ont déjà été détruits par Tsahal. L'armée israélienne avance bien selon Yoav Gallant, mais les combats sont intenses. Tsahal annonce la mort d'un nouveau soldat, Eliaou Benyamin Almakias, 29 ans, originaire de Jérusalem. C'est la 35e victime de Tsahal depuis le début de l'opération terrestre. Au 13e jour de l'opération au sol, les forces israéliennes sont motivées. Nous avons tous peur, mais nous continuons à aller de l'avant. Nous continuons à faire ce que nous avons appris au cours des dernières années. Nous avons perdu quelques soldats, nous avons subi quelques pertes, mais nous allons de l'avant. Nous faisons notre travail, nous le faisons très bien. Nous serons ici jusqu'à la fin. Sur le front nord, Tsahal continue de riposter aux attaques du Hezbollah en territoire israélien. 5 familles israéliennes des otages du Hamas se sont rendues hier mercredi au Parlement européen pour demander la libération des leurs. Vous entendrez dans ce reportage les témoignages de ces familles. Rappelons que cela dure plus d'un mois, que 245 personnes sont toujours retenues par les islamistes palestiniens suite à l'attaque sanglante du 7 octobre dernier. Cela fait plus d'un mois que 245 personnes sont retenues en otage par le Hamas. Shai Venkert fait partie des familles concernées. Il s'est rendu mercredi au Parlement européen pour demander à l'Union d'aider à leur libération. This is my son that is beaten, slaughtered, and there are gun pointed at him. He is with handcuffed, but he is still looking at the camera like he's angry. Don't beat me, I'm handcuffed. Omer is 22 years old. He's a very handsome, very beautiful boy. He only went to a party, to a fest, to the Nova Fest, to celebrate happiness and freedom and love. 4 autres familles concernées par ces otages ont fait le déplacement à Bruxelles pour demander aux 27 d'utiliser tout leur poids politique pour les libérer. Yoni Asher est inquiet pour sa femme et ses 2 filles détenues par le Hamas. Sa belle-mère a également été enlevée, mais elle a été tuée par les assaillants. Il explique pourquoi il a voulu se présenter devant le Parlement européen. I couldn't do anything. I was helpless. I had nothing to do besides fall down on the floor. But after not long ago, I decided it's either fight for the life of my family or die. So I have only, not 2 choices, I have only 1 choice. Malgré sa détresse, Yoni Asher veut aussi penser aux enfants de Gaza. You know something? If the son, the one who got kidnapped, my babies, if his son or daughter, little daughter or son, was right here next to me right now, you know what I would do? I would hug them and kiss them. You know why? Because children are children. But what would you do instead of me? What would you do
if your children were kidnapped from their grandmother's living room? Would you not use any mean you have in order to get them back, to save their lives? Shai Venkert et Yoni Asher soutiennent tous les deux la réponse du gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Mais d'autres familles demandent à l'État hébreu d'entamer des négociations avec le Hamas. Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Tokyo lors d'un sommet ont plaidé hier mercredi pour la mise en place de pauses et couloirs humanitaires à Gaza qui permettront l'acheminement urgent de l'aide humanitaire sur le territoire palestinien, l'évacuation des civils menacés par les combats et la libération des otages détenus par le Hamas tout en affirmant le droit d'Israël de se défendre contre le Hamas. Ils avaient eu jusqu'ici du mal à parler d'une seule voix sur le conflit à Gaza. Mais ce mercredi à Tokyo, les pays du G7 sont enfin parvenus à un communiqué commun sur la guerre au Proche-Orient. Je pense qu'il est important que le G7 ait pu émettre son premier message unifié sous forme de déclaration concernant une pause humanitaire et un futur processus de paix. Des pauses humanitaires et non un cessez-le-feu ou une trêve, mais qui doivent permettre l'acheminement urgent de l'aide sur le territoire palestinien. Face au Hamas, les ministres du G7 reconnaissent le droit d'Israël à se défendre. Ils plaident pour une solution à deux États, seule voie pour une paix durable, selon Anthony Blinken. Les États-Unis estiment que les éléments clés devraient inclure aucun déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, ni maintenant ni après la guerre. Aucune utilisation de Gaza comme plateforme pour le terrorisme ou d'autres attaques violentes. Aucune réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Aucune tentative de blocus ou de siège de Gaza. Aucune réduction du territoire de Gaza. Un conflit qui n'affectera en rien le soutien du G7 à Kiev. Les dirigeants comptent notamment renforcer leurs sanctions contre Moscou. Ils ont aussi appelé la Chine à ne pas aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Incursion à présent à Gaza au cœur des bombardements de Tsahal. L'armée israélienne ce jeudi 9 novembre 2023, marquant le 33e jour de l'offensive terrestre israélienne dans la péninsule palestinienne. C'est un reportage exclusif de Mathias Inbar, notre confrère de I24 News. En route vers la bande de Gaza. Je ressens que je protège ma maison de la manière la plus claire possible. Oui, nous nous sommes tous engagés pendant le Shabbat du 7 octobre et nous savons que nous avons une mission importante à remplir, détruire la menace terroriste provenant de Gaza. 33e jour de guerre. Nous sommes dans un véhicule transporteur de troupes. Face à nous, c'est le lieutenant-colonel Gilad Pasternak qui nous escorte aujourd'hui. On fait ce qu'on doit faire. C'est la guerre la plus justifiée possible que nous ayons eu à faire. C'est un devoir d'être là. C'est un devoir de respecter notre engagement. Parce que nous n'avons pas d'autre lieu où aller. Tous les soldats, tous les officiers comprennent qu'on nous fait confiance et combattent avec détermination, bravoure et rapidité pour respecter les objectifs fixés par nos dirigeants. Plus d'un mois après les terribles attaques du 7 octobre, cela fait plus de 10 jours que l'opération terrestre de l'armée israélienne poursuit ses objectifs. Annihiler le Hamas. Une fois sur place, nous sommes les premiers journalistes à découvrir ce à quoi ressemble le corridor humanitaire. Dans cette zone de guerre, au centre de Gaza, sur l'artère principale Salah ad-Din, ces civils de Gaza fuient les combats. C'est assez impressionnant. Derrière nous, c'est le corridor humanitaire. Les Gazaouis qui passent. Et ces soldats que vous voyez juste derrière nous, eh bien, protègent tout simplement non seulement le corridor, mais se protègent eux-mêmes pour éviter d'être pris pour cible. On voit des Palestiniens qui ont les mains en l'air, le drapeau blanc.
Toute autre chose à présent, en Espagne, socialistes et séparatistes ont annoncé ce jeudi un accord prévoyant que les élus du parti indépendantiste catalan soutiendront au Parlement la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Pedro Sánchez. Un accord qui pourrait amnistier les séparatistes condamnés à 13 ans de prison pour avoir voulu un référendum indépendantiste en 2017. Des voix s'élèvent contre cet accord. Les socialistes espagnols ont noué un accord avec les indépendantistes catalans. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, a besoin d'une coalition pour rester au pouvoir. Il a donc courtisé Carlos Puigdemont pour avoir l'appui des 7 députés de sa formation Ensemble pour la Catalogne. Puigdemont est en exil à Bruxelles depuis la tentative de sécession de sa région en 2017. Et c'est en échange d'une amnistie des indépendantistes qu'il soutiendra les socialistes. Pedro Sánchez est arrivé deuxième aux élections de juillet derrière le candidat du Parti populaire. Mais le conservateur n'est pas parvenu à se faire investir Premier ministre par le Parlement. La droite et l'extrême droite protestent contre l'amnistie des indépendantistes catalans. Selon elle, Pedro Sánchez est prêt à tout pour rester au pouvoir, d'autant que sa majorité s'annonce très fragile politiquement. Un mot de religion à présent pour clore ce temps d'information. Lundi soir à Times Square, un rassemblement religieux dirigé par le pasteur Mike Signorelli de l'église V1 a conduit des milliers de participants à louer Dieu, à partager l'évangile et à chasser les démons dans les rues de New York. Plusieurs autres pasteurs étaient présents, dont Alexander Pagani, qui a partagé sur ses réseaux sociaux sa prédication lors du rassemblement. Il a déclaré le démantèlement public des hôtels de Baal et de chaque clan satanique de New York. La foule a ensuite scandé plusieurs fois le nom de Jésus et s'est opposée à la pratique de la sorcellerie dans la ville de New York. Et voilà, c'est ici que prend fin votre rendez-vous de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Nous nous retrouvons demain à partir de 18h30. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.